En Belgique, le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, pourrait bien devenir le premier parti de Belgique à l'issue du scrutin du 9 juin. Une journée chargée électoralement car les Belges voteront aussi pour les européennes. La campagne qui s'achève bientôt voit donc se télescoper des préoccupations nationales et européennes. C'est le grand angle. Et l'invité du Grand Angle est François de Smet, président du parti Défi, parti centriste de l'opposition en Belgique. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct, en duplex de la RTBF, chez nos confrères à Bruxelles. Alors avant de parler des élections belges, je voudrais vous faire réagir à l'annonce simultanée aujourd'hui des 3 pays qui ont reconnu l'État de Palestine. La reconnaissance de l'Irlande, l'Espagne et la Norvège sera effective à partir du 28 mai. Cette décision marque pour vous un tournant ou est-ce qu'elle restera symbolique en Europe? Bonsoir. Moi, je pense que les Palestiniens, le peuple palestinien a de toute évidence droit à son État et que le plus tôt sera le mieux. Simplement, ils ont droit à un État qui ne soit pas de papier, qui ne soit pas purement symbolique, mais qui soit plein, entier et effectif au bout d'un processus de paix avec une solution à 2 États, ce qui est ce que tout le monde attend. La question est de savoir si cette reconnaissance symbolique de quelques États nous amène vers cette solution ou si elle nous en éloigne. Moi, je crains qu'elle contribue à nous en éloigner, comme malheureusement beaucoup de choses nous éloignent du processus de paix. Donc moi, je crois que tous les partisans de la solution à 2 États doivent faire pression maintenant sur toutes les parties pour qu'on ait des hommes et des femmes de paix de chaque côté qui se mettent autour d'une table de négociation et qui permettent à ce que les Palestiniens disposent enfin d'un vrai État souverain en sécurité avec un voisin qui s'appelle Israël. François de Smet, expliquez-vous pourquoi vous pensez que cette reconnaissance ne va pas faire avancer la reconnaissance de l'État de Palestine? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça va être contre-productif? Parce que pour l'instant, ce qu'on pourrait appeler l'État de Palestine, c'est d'une part l'OLP en Cisjordanie et c'est d'autre part le Hamas sur la bande de Gaza, que le Hamas ne me paraît pas un interlocuteur valide pour faire la paix. C'est une organisation terroriste qui vient de commettre le 7 octobre des actes extrêmement graves qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et que le climat de l'autre côté, avec un gouvernement qui malheureusement en Israël comporte des gens d'extrême droite qui ne sont pas du tout favorables à la paix, ne permet pas d'aller plus loin. La question est de savoir comment on peut faire pression sur les partis. Alors, je n'ai pas de souci à envisager toute une série de mesures, mais je crois que la reconnaissance de l'État palestinien, elle doit être le bout du processus. Et si on lâche trop tôt cela, sans doute on perd un argument, on perd une dynamique qui permet de faire pression sur les 2 parties. Et donc je pense que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un État réel, c'est-à-dire une autorité, c'est qui l'autorité palestinienne aujourd'hui? Est-ce que c'est l'OLP que tout le monde reconnaît ou est-ce que c'est le Hamas qui malheureusement règne sur la bande de Gaza? Quel est le territoire? Il n'est pas défini et ça devrait faire l'objet d'une négociation le plus vite possible. Voilà, tant qu'on n'a pas ces éléments-là, il est compliqué de parler d'État. Donc on est dans de la rhétorique et de la négociation plus que dans autre chose. Je ne pense pas que cette pression va nous amener davantage vers la solution réelle et effective de 2 États que j'appelle évidemment de mes vœux. Alors, on revient à la politique belge. Votre parti Défi est l'héritier du FDF, le Front des francophones. Cette guerre entre les francophones et les flamands, c'est un stéréotype tenace ou est-ce que les oppositions sont toujours aussi fortes dans les 2 territoires? Alors, nous, on n'a rien contre les Flamands. D'ailleurs, entre les citoyens, ça se passe plutôt bien, en fait, au quotidien. Lors des inondations de 2021, il y a beaucoup de citoyens flamands qui sont venus aider leurs compatriotes wallons. Sur mes listes, malgré que je sois l'héritier du FDF, il y a d'ailleurs des Flamands, des néerlandophones. Par contre, on a un vrai problème avec les nationalistes flamands. Et le paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Mon parti, FDF avant, est né lors des marches flamandes dans les années 60 sur Bruxelles. Alors, le climat communautaire, c'est en partie arrondi et c'est en partie aggravé parce que la fédéralisation de l'État est arrivée. Mais aujourd'hui, il y a 2 partis nationalistes, un carrément d'extrême droite, le Vlaams Belang, qui est en plus xénophobe et raciste, et l'autre un peu plus soft, qui s'appelle la NVA, mais qui est également nationaliste et séparatiste, qui auront peut-être, probablement demain, une majorité ensemble des voix flamandes dans ce pays. Et ça risque en effet de causer un choc que je crois les partis francophones n'anticipent pas correctement jusqu'ici. Alors, je vous pose aussi cette question parce que vous avez récemment déclaré que les narcotrafiquants profitent de cette division pour prendre le contrôle de certaines parties du territoire. C'est votre crainte. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Non, malheureusement. Ici à Bruxelles, d'où je vous parle, il y a une fusillade tous les 3 jours. Tous les 3 jours en moyenne à cause du trafic de drogue. Nous avons le port d'Anvers qui est devenu la première porte d'entrée en Europe de la cocaïne.
nous avons Bruxelles qui est devenu un réseau de distribution. Et en effet, un peu comme sur un marché spéculatif, on s'aperçoit que les narcotrafiquants ont investi la Belgique avec une analyse toute simple. Voilà un État qui s'affaiblit bien sûr à cause des disputes communautaires, qui s'affaiblit aussi parce que les gouvernements successifs n'ont pas financé correctement la police et la justice et ont même désinvesti les services spécialisés qui permettraient de lutter contre la grande délinquance. Et voilà, on investit sur nous parce que nous n'affichons pas un visage, je dirais, régalien en termes de justice et de police assez faible, raison pour laquelle notre programme prévoit cela, de nous donner un visage, une police et une justice beaucoup plus renforcées, non seulement sur le terrain, mais aussi en termes de spécialisation. Il faut du bleu dans les rues, mais aussi derrière les écrans. Vous connaissez le procès Sky ICC, ici en Belgique, qui est le nom de ce réseau de cryptage que des enquêteurs belges notamment ont réussi à décrypter. Ça veut dire que c'est une course technologique et que le risque, pour la Belgique, mais aussi pour d'autres lieux en Europe, de devenir peu à peu des narco-États parce que la puissance financière, la puissance d'argent, donc de corruption des malfrats auxquels nous avons affaire est si forte, eh bien c'est une possibilité réelle et c'est là aussi, je crois, largement sous-estimé. Est-ce que cela veut dire que vous préconisez une réunification des deux territoires, la Flandre et la Wallonie? Non, ce que je préconise, c'est une stabilisation de l'échelle fédérale. C'est-à-dire que l'État fédéral doit conserver, à mon sens, les matières régaliennes. La justice, la police, ça peut paraître évident, mais les partis nationalistes flamands sont très demandeurs de diviser, régionaliser ces matières qui sont pourtant régaliennes. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de coopération dans ces matières-là. Pour le reste, les régions, la Flandre, Bruxelles, la Wallonie, peuvent continuer à dialoguer de bonne entente sur leurs compétences propres, à savoir la gestion du territoire, l'économie, etc., etc. Il n'y a vraiment de problème que parce que certains en Flandre font leur beurre, font leur carrière politique sur le fait de flatter un sentiment nationaliste, identitaire extrêmement puissant, et qu'en face, les francophones sont malheureusement peu demandeurs et assez peu friands de conserver le bon état de santé de leurs entités fédérées. C'est-à-dire que la Wallonie et Bruxelles sont des entités qui vont financièrement assez mal. Et pour cette raison-là, ils pourraient se retrouver demain demandeurs de davantage d'argent vis-à-vis de la Flandre et de l'État fédéral. C'est en gros ça ce qui se joue à partir du 9 juin. Alors, vous parlez beaucoup de la montée en puissance du parti d'extrême droite. Est-ce que la Belgique pourrait suivre le chemin emprunté par les Pays-Bas, à savoir un gouvernement de coalition du centre jusqu'à l'extrême droite ? Alors, il y a deux échelons de pouvoir dans votre question. Il y a la Flandre, où les Flamands choisiront eux-mêmes leur gouvernement. Il y a le risque d'une alliance entre les deux partis nationalistes, celui d'extrême droite et celui un peu moins de droite extrême. C'est une possibilité, même si je n'y crois pas. Le Vlaams Belang chez nous, donc le parti qui est vraiment d'extrême droite, est encore plus xénophobe, encore plus raciste que ne peut l'être le parti de M. Wilders aux Pays-Bas ou d'autres équivalents. Je crois que pour n'importe qui, se coaliser avec ce parti serait vraiment une forme de transgression inimaginable. Donc je crois et j'espère que même la NVA n'osera pas faire cela. Par contre, ça va mettre une pression terrible sur les nationalistes un tout petit peu moins à droite, ceux de la NVA, et ça va les pousser à essayer d'obtenir des revendications, des concessions francophones extrêmement fortes dans les matières que j'évoquais, comme la justice, la police ou encore la santé. Et donc le risque, il est à rebours. Mais le Vlaams Belang n'est que la traduction belge d'un phénomène mondial qui est la montée en puissance de l'extrême droite et en partie sa normalisation. Mais le Vlaams Belang, je vous assure, chez nous, il n'est pas prêt d'être normalisé parce que même dans ses actes et dans ses propos, il est outrancièrement xénophobe et raciste. Alors ces partis d'extrême droite progressent en Europe. Ils sont aussi très anti-européens. Est-ce que vous les percevez comme une sorte de cheval de Troie? Est-ce que leur présence dans l'enceinte du Parlement européen sert aussi à détricoter cette Europe? La détricoter, ils n'en auront peut-être pas la puissance, mais ils vont avoir malheureusement demain la puissance conjuguée sans doute de bloquer le fonctionnement de l'Union européenne, ou en tout cas de freiner son expansion. On risque d'arriver avec un Parlement extrêmement affaibli qui ne pourra pas progresser dans des chantiers européens dont nous avons tellement besoin, comme l'avancée sur la fiscalité, l'avancée sur une unification des normes sociales. L'avancée peut-être sur la défense commune européenne. Ça, c'est un vrai problème, parce que ce que nous apprend tout de même la législature écoulée au niveau européen, c'est que le retour de la guerre en Europe nous impose de nous consacrer un peu plus à notre défense et que nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Si les partis d'extrême droite ont une trop grande place au Parlement européen, eh bien, ils vont se racrapoter un peu stupidement sur leur souveraineté nationale et ils ne vont pas voir que l'Europe
doit de toute façon être unie si elle veut peser quelque chose, que ce soit économiquement, socialement ou militairement à l'échelle du monde. Alors, les pays européens sont traversés par des clivages très forts, hein, on est en train d'en parler. Est-ce qu'un parti centriste comme le vôtre a encore sa place? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que d'être centriste aujourd'hui? J'ai jamais aimé le mot centriste. Moi, je ne me définis pas comme centriste. Je dirais qu'on est plutôt, disons, progressiste sur les valeurs, les libertés fondamentales, la lutte contre les discriminations, les droits des femmes, les droits même des sans-papiers. Et on est un peu plus libéraux sur le socio-économique, c'est-à-dire qu'on aime l'économie, la liberté d'entreprendre, le libre marché. Et on a aussi un attachement très fort à la bonne gouvernance et la laïcité politique. Voilà, je crois que le centrisme, ça n'existe pas. Par contre, vous devez dire sur quoi vous êtes de gauche et sur quoi vous êtes de droite. Ça, c'est honnête vis-à-vis des électeurs. Mais vous avez raison, ce n'est pas une période facile pour les partis qui sont au centre de l'échiquier politique et qui essaient de tenir un discours raisonnable, parce que et l'époque et les réseaux sociaux et leurs algorithmes favorisent plutôt la haine, la colère, les peurs, la facilité, les slogans en 140 caractères. Et on le voit à l'échelle du monde, ce sont des profils extrêmement outranciers, ce sont des Trumps, c'est la victoire du Brexit, c'est la montée en puissance de l'extrême droite en Italie, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, qui donne le ton parce que c'est comme s'il y avait un marché, une appétence de la radicalisation et de la simplification. Et c'est vrai que quand vous êtes un parti plus raisonnable, qui a des valeurs fortes, celles que j'ai énoncées, mais qui, sur le socio-économique, essaie plutôt de construire une économie libérale avec un matelas social, par exemple, c'est plus difficile à faire passer à une époque qui charrie l'identitaire et qui charrie le besoin de radicalité d'une manière aussi forte. Et c'est une menace, je crois, pour l'Europe entière dans chaque pays. Est-ce que c'est aussi parce que les citoyens ne comprennent pas bien pourquoi est-ce que les ultra-riches ne sont pas davantage taxés alors qu'eux-mêmes sont confrontés à des questions vraiment des questions vitales au quotidien? Vous, il me semble que vous êtes opposé à la taxation des ultra-riches. Alors, on n'est pas opposé à la taxation des ultra-riches comme ça. On est favorable à une globalisation et une taxation des revenus du capital et du patrimoine, sans aucun problème. Il se trouve qu'on est en Belgique, et en Belgique, le travail est extrêmement fortement déjà taxé. On est champion du monde de la taxation sur le travail. Et donc, beaucoup de gens se sont réfugiés dans le capital, ont converti une partie de leurs revenus dans l'immobilier et dans d'autres choses pour échapper à cela. Et nous, notre proposition, c'est de dire, OK, on va alléger la fiscalité majeure sur le travail et on va globaliser à côté la fiscalité sur le capital et le patrimoine. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on fiscalise et qu'on taxe, parfois même lourdement, si besoin, les revenus du capital et du travail, et du capital et du patrimoine, mais taxer la possession, alors qu'on taxe déjà lorsqu'on acquiert, lorsqu'on possède et puis lorsqu'on meurt avec les droits de succession, ça nous paraît beaucoup. Philosophiquement, je comprends qu'on taxe des revenus, je comprends plus difficilement qu'on taxe la possession de manière perpétuelle, avec le risque en plus que ces capitaux et ces biens quittent le territoire lorsqu'il ne s'agit pas d'immobilier. Merci beaucoup François De Smet d'avoir été l'invité du Grand Angle.